Espace TV, le 22h. Qu'en est-il de la rentrée des classes? La rentrée scolaire censée reprendre depuis le 3 octobre est-elle effective? Nous ferons le constat dans cette édition d'information. Vent debout contre le projet de nouvelle constitution, les partis politiques et les acteurs sociaux regroupés au sein du FNDC décident de descendre dans la rue pour contraindre le président Alpha Condé à renoncer à tout référendum constitutionnel. Et puis le mouvement syndical a perdu l'un de ses porte-flambeaux. Il s'agit de Mamadou Mansari qui a rendu son dernier soupir dimanche. Bonsoir donc à toutes et à tous. Merci mesdames et messieurs de nous préférer sur Espace TV. Nous ouvrons le bal par la situation politique nationale qui se corse. Le dialogue politique semble avoir du plomb dans l'aile. Le langage de la rue reprend. Le Front national de défense de la Constitution appelle à des manifestations de rue sur l'ensemble du territoire national à partir du 14 octobre. Ces décisions découlent d'une concertation des membres de cette plateforme qui affirment avoir fait le constat de la volonté du président de la République de changer la Constitution de 2010. Dans une déclaration ce lundi au siège du FNDC, le mouvement par la même occasion tient les autorités pour responsables de toutes les violences qui découleraient de ces manifestations en perspective. Le compte-rendu signé Abdourahmane Ba, Salifou Cissé. Ils ont dissuadé le président sur son projet de nouvelle constitution. Ils ont attendu de lui une réaction favorable, mais rien de tel. La sortie récente de Alpha Condé aux États-Unis éclaire tout le monde et le Front national pour la défense de la Constitution n'entend pas en rester là. Le FNDC appelle les Guinéens à des manifestations à partir du lundi 14 octobre. Tant sur le territoire national qu'à l'étranger. Le FNDC appelle le peuple de Guinée à se mobiliser massivement et partout en vue de grandes manifestations républicaines pour exprimer son opposition totale au projet de troisième mandat. Il continue de clamer haut et fort la Constitution ne sera pas changée. Et ils mettent Alpha Condé en garde contre toute violence à l'endroit des citoyens. Rappelant l'appel lancé par M. Alpha Condé le 24 mars 2019, demandant à ses partisans de se préparer à l'affrontement si les démocrates refusaient le débat autour de son projet de troisième mandat, le FNDC invite le peuple à la vigilance. Il rendra M. Alpha Condé responsable de toute violence contre les citoyens et leurs biens. Par la même occasion, les adhérents à ce mouvement se disent préoccupés par la situation des populations. Ils appellent ces derniers à prendre des mesures de précaution. Le FNDC invite tous les citoyens, les détenteurs d'engins roulants, privés ou publics, à une extrême prudence en les immobilisant. Demande particulièrement aux compagnies minières, aux banques, usines, stations d'essence et autres entreprises publiques et privées de suspendre toute activité durant les manifestations en vue d'éviter tout incident dommageable. La date limite de ces manifestations n'a pour l'instant pas été indiquée par le Front national pour la défense de la Constitution. Dans le même sillage, les leaders politiques sont revenus sur les enjeux de ces manifestations tout en appelant le peuple à se dresser contre ce projet qu'ils qualifient de coup d'État constitutionnel. Les écoutes au micro d'Abdourahmane Ba et de Salifou Cissé. Ce combat est multiforme. Nous devons le mener avec détermination, avec l'esprit de sacrifice que cela exige. Nous invitons tous les Guinéens à se mobiliser. Nous savons que nous ne sommes pas isolés dans ce combat, mais il faut que chacun ait le courage de sortir à partir du 14 pour manifester son désaccord avec l'assassinat programmé de notre démocratie, avec la confiscation de nos libertés. Et à cet égard, ce n'est pas une question strictement politique. Même la mascarade électorale, c'est une confiscation de nos droits. Nous n'accepterons pas de troisième mandat, que ce soit par référendum ou organisé de manière déguisée derrière
un semblant d'élection législative. Nous n'accepterons pas que le peuple de Guinée soit caporalisé. Nous n'accepterons pas qu'il n'y ait même plus de partis politiques d'opposition, parce que c'est l'objectif qui est fixé. J'en appelle à tous les Guinéens. À tous les Guinéens, sans aucune exception, y compris les forces de l'ordre. Parce que la Guinée doit rester une et indivisible. Tous les Guinéens de bonne volonté doivent se donner la main pour défendre la liberté, pour défendre la démocratie, pour défendre l'alternance. Il s'agit de notre liberté. C'est un combat total. Et tous les jeunes, vous devez savoir que nous nous battons pour la liberté de la nouvelle génération. Changeons de registre et parlons de la rentrée scolaire. C'était le 3 octobre dernier, mais c'est aujourd'hui que le cours devrait reprendre. Mais il est difficile de se passer des vacances et les loisirs qu'elles ont permis, difficile beaucoup plus. Chez le tout petit, nos équipes ont fait le constat dans quelques écoles maternelles. Et vous le verrez, les beaux de choux ont du mal à se séparer de leurs parents. Pleurs, angoisse et stress, c'est un véritable moment d'émotion pour ces enfants dont certains empruntent le chemin de l'école pour la première fois. Marem Fodé Camara, Ibrahima Sori, 5 Soma, reportage. Premier pas dans l'apprentissage pour les tout-petits. Il est 7h30 dans cet univers des enfants et c'est l'heure de la séparation après plusieurs mois de vacances. Un moment plein d'émotions. Les parents attendent à la porte. Chacun veut s'enquérir des nouvelles de leurs enfants déjà en classe. Difficile à supporter. C'est pas facile, hein? Surtout que nous avons passé 4 mois ensemble à la maison. Donc la séparation n'était pas comme ça. Même moi, j'étais un peu ému. En plus de ça, l'enfant commençait à pleurer, quoi. C'est émotionnel. Ça, vraiment, je ne sais même pas comment je peux m'exprimer. La petite fille, la Benjamin, elle a pleuré. C'est touchant quand même, mais je peux pas, c'est sa vie. C'est le début de sa vie. Bon, ça se passe dans de très bonnes conditions. Au fait, les parents sont là, ils sont tous soucieux d'aller voir les salles de classe. Mais vu le nombre de personnes, ce n'est pas du tout facile. Il faut accepter comme ça, hein. Ça fait partie de la vie. Donc il faut aussi accompagner les enfants à décrocher leur première part de vie. Les monitrices sont déjà à la tâche, chacune dans sa salle. Les relations commencent bien avec cette dame. On les accueille très bien. Quand un enfant quitte à la maison venir, tu dois l'accueillir, la donner de la joie, la séduire, quoi. Non, avec moi, il n'y a pas de problème parce que mes enfants sont contents, joyeux. Je leur fais chanter. Certains me disent leur nom, ils se présentent à moi, donc ça me va droit. Des larmes continuent à couler pour d'autres qui n'arrivent pas encore à s'intégrer. Dans le même registre, aux îles de Los, à Cassa, les écoles ont ouvert leurs portes ce lundi. Les élèves semblent avoir du mal à reprendre le chemin des classes. Cela inquiète les encadreurs qui se plaignent également du manque criard de matériel didactique, de retour de Cassa. Voici le reportage signé de Djibril Ba et de Lamine Silla. Il est 7 heures passées. À l'école primaire de Cassa, élèves et enseignants arrivent à compte-gouttes. Dans cet établissement, l'engouement n'est pas au rendez-vous. Il enregistre un faible effectif d'apprenants. Ici, 50 candidats d'entrée en 7e année ont échoué l'an passé. Ce que nous pouvons dire aux parents d'élèves, vraiment, ils ont tout le privilège vraiment d'envoyer les enfants à l'école pour les inscrire. Moi, directeur adjoint, avant l'ouverture, j'ai passé dans les familles, vraiment sensibiliser les parents, d'envoyer les enfants à l'école, même s'ils n'ont pas de fourniture. On est prêt vraiment à les aider afin que les enfants viennent à l'école. Au secondaire, c'est pire, plus désolant, car les élèves ont peut-être oublié que c'était la rentrée. Les classes sont quasiment vides. Les enseignants à l'attente des collégiens. On attend toujours les élèves, il n'y a que 6 élèves qui sont là. C'est déplorable. Les mots me manquent même. Pour comprendre pourquoi les élèves ne viennent pas à l'école, est-ce que leurs parents sont suffisamment sensibilisés? Alors de ce pas, nous allons voir le président du conseil de quartier de Cassa, Cassa où il existe 6450
âme. L'éducation est primordiale. L'éducation est primordiale. S'il y a soit au niveau des parents, soit au niveau de l'autorité, une négligence dans le bien fondé du mot pour l'éducation d'un enfant, je crois que cela peut entraîner la société à la dérive. À Kassa, la pêche est l'activité principale des habitants. L'éducation n'est pas une priorité. Pendant cette ouverture de classe, des délégations de la DCE de Kaloum se sont même imprégnées de la situation. Ils conçoivent leur rapport auprès des responsables des écoles. À l'école primaire Consoma, située à Kobian, un quartier périphérique de Dubreka, la rentrée des classes n'est pas effective. L'établissement ne présente aucun signe de vie. Le bâtiment principal est pris d'assaut par de la broussaille. Certes, les enseignants se sont mobilisés pour l'occasion, mais les élèves hésitent encore. Mamadou Kalisso, Abakadine Kamara. L'école primaire Consoma. Rien n'est fait pour une rentrée digne de nom. Le bâtiment est inondé de mauvaises herbes. Le risque de se faire mordre par des reptiles est gros. À 8 heures, des élèves qui arrivent se comptent au bout des doigts. Ils sont suivis plus tard par les enseignants. Les élèves se mettent à la tâche pour nettoyer les salles de classe et la véranda. Jusqu'à 9 heures, l'effectif des élèves présents n'atteint pas 10. Ici, la rentrée est loin d'être effective. Donc la rentrée scolaire à Consoma ici n'a pas été effective dans les consonants. Je ne sais pas quelle est la cause. Donc ici, la rentrée n'est pas effective. Mais tous les enseignants sont là, sur place, mais les élèves ne sont pas venus. Une rentrée morose au grand désarroi de cet élève admis en 5e année. Il promet tout de même discipline et rigueur. Je vais arriver bientôt à l'école. Je vais faire le devoir et je vais réviser les leçons. Après 9 heures, 2 écoliers arrivent. Ils sont accompagnés par un parent. Ce dernier est conscient que les enfants sont en retard. Je suis venu pour amener mes enfants. Effectivement, on est retardé, mais seulement que c'est le programme qui nous a fait de notre retardement. L'année dernière, cette école comptait 206 élèves. 6 groupes pédagogiques répartis en 2 groupes de rotation. L'un vient le matin, l'autre le soir. Table-banc, manuel scolaire, rien ne manque d'après le directeur. Il déplore tout de même la négligence des parents d'élèves. Même si c'est la proclamation, ils ne viennent pas. Quand on vient déposer les enfants, c'est fini. C'est jusqu'à la fermeture. Il est rare que les parents d'élèves viennent assister ou bien se manifester ou bien demander l'état de son enfant à l'école. Avant de quitter, nous avons cherché à savoir le pourcentage d'admis pour l'examen d'entrée en 7e année, session 2019. Bon, on avait présenté 10 candidats. Et il y a eu 5 admis, 50%. Mais la maîtresse de la 6e année n'est pas d'accord avec le résultat donné par son directeur. Elle avance un autre chiffre. Je dirais Dieu merci, parce que l'année passée, on a présenté 15 candidats, on a eu 12 admis. Donc ça veut dire qu'on a fait beaucoup d'efforts. Entre le directeur et la maîtresse, nous ne savons pas à qui faire confiance. Nous avons sollicité la fiche des résultats de l'examen. On ne l'a pas eu. Alors, on s'est tourné vers des parents d'élèves. Moi, mon enfant est admis en classe supérieure. Mais les enfants des voisins qui ont fait l'examen, personne n'a réussi. Beaucoup d'entre eux sont déçus. D'après des témoignages recueillis auprès des parents d'élèves, Consoma n'a eu aucun admis à l'examen d'entrée en 7e année, session 2019. Par conséquent, certains parents retirent leurs enfants pour les inscrire au privé. C'est le prolongement des vacances pour les élèves du lycée et du collège de la sous-préfecture de Wonkifon dans Koya. Les infrastructures et également scolaires de cette sous-préfecture présentent des signes de vieillesse. Dans la sous-préfecture de Wonkifon, la rentrée des classes a été effective ce lundi
malgré que certains élèves traînent toujours à reprendre le chemin de l'école. Le sous-préfet a fait des visites dans des écoles de la localité afin de s'assurer de la présence des professeurs et des élèves. Au lycée Wankifon, il a sillonné certaines salles de classe pour toucher du doigt les réalités. Il est frappé par le manque d'affluence des apprenants. Le premier jour n'enregistre pas beaucoup d'engouement. Il y a des élèves qui retardent par rapport à l'obtention des fournitures scolaires. Comme nous le constatons, il n'y a pas tellement d'élèves ici. Mais d'ici la fin de la semaine, vous verrez que les élèves viendront au fur et à mesure. Construite en 2014, cette école n'a été opérationnelle qu'à partir de 2017. Elle est composée de 8 salles de classe. Le lycée Wankifon est confronté, entre autres, à une insuffisance de salles de classe et un manque d'eau potable. En plus de cette difficulté, l'insuffisance de salles de classe, il y a aussi le manque d'eau potable. Il n'y a pas de clôture, l'école n'est pas électrifiée. Lorsque vous rentrez aussi dans les salles de classe, il y a insuffisance énorme de tableaux-bancs. Direction le collège Wankifon. Ici, les élèves ont commencé les cours dans des conditions précaires. Pas assez de tables-bancs et le peu qui existe se trouve dans un mauvais état. Depuis sa construction en 1953, l'établissement a connu une rénovation en 1994. Et depuis, le collège Wankifon n'a pas connu d'autres réparations. Cette école se trouve aujourd'hui dans un état piteux. La première rénovation que nous avons constatée, c'est l'association des fils de la localité pour le deuxième bâtiment. Oui. Donc, pour le premier bâtiment, non. Parce que c'est un bâtiment colonial. Il est plus résistant que le deuxième. Les écoles secondaires de Wankifon sont situées à des kilomètres de la ville. Certains élèves payent le prix pour s'y rendre. Nombreux sont ceux qui marchent pour accéder à ces centres du savoir. Un constat effectué donc par Rosaline Goto-Monemour. Dans quelles conditions les élèves du lycée de Dingirai reprennent les cours? Vous allez le voir, le seul établissement du deuxième cycle du secondaire de la préfecture n'est vraiment pas prêt à accueillir les apprenants. Sur 15 salles de classe, seulement 7 sont fonctionnelles. L'école est fortement dégradée et rien n'est en train d'être fait pour faciliter le déroulement normal des cours. Malik Sangiana Kamara. Le lycée Elhadji Oumar Tall a été construit dans les années 1962, juste après l'indépendance du pays. Cet établissement à caractère public est le seul lycée de la commune de Dingirai. Pour cette année scolaire, ce lycée doit accueillir 17 groupes pédagogiques. Mais l'infrastructure se trouve dans un état de dégradation poussée. Sur les 15 salles de classe, seulement 5 sont fonctionnelles. Malgré toutes les démarches menées par la direction auprès de la hiérarchie, rien n'a encore été fait. En fait, pour quelqu'un qui est au lycée de Dingirai, il va croire que nous sommes dans un pays de guerre. C'est ça qu'il faut dire la vérité. La perfection qui a eu lieu ici, là, c'est quelqu'un qui est à l'étranger, un tapeur de tam-tam, qui a pu réfectionner ces bâtiments que vous avez vus. Le reste, et l'État et les autorités locales, aucune situation n'a été améliorée au niveau du lycée de Dingirai. On dirait que le lycée est abandonné à lui-même. Les toitures vieillissantes, les murs fissurés, les fenêtres et portes délabrées, la direction craint la sécurité des élèves. Elle ne compte pas faire rentrer les apprenants dans ces vieux bâtiments. Cette année, la dégradation s'est aggravée. Donc, on ne prendra pas le risque. Le censeur de ce lycée tend la main aux personnes de bonne volonté pour avoir des salles supplémentaires en attendant le confort. Ce, pour assurer la formation des élèves. Si effectivement, il y a une possibilité qu'on essaye de nous trouver, même si c'est 4 ou 5 salles de classe avant la fin du premier trimestre, ça va nous arranger beaucoup. L'ouverture des classes au lycée Elhadji Oumar Tall à Dingirai arrive à un moment où la cour de l'école n'est pas assainie, en plus du manque d'infrastructures adéquates.
Changeons à présent de registre. La 38e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger s'est ouverte ce lundi à Conakry. Globalement, la réunion va porter sur l'examen du rapport d'activité exercice 2018, mais aussi l'évaluation des assises du comité technique et expert qui s'est tenu au Bénin au mois de septembre. Les cadres de l'ABN en abrégé vont par ailleurs tenter de faire adhérer les États membres au rapport de l'audit sur la gestion financière et institutionnelle de l'organisation. Nous allons savoir plus dans ce reportage signé Mohamed Damaro Kamara El Ajalouba. Réuni pour 6 jours, le comité technique des experts de l'autorité du bassin du Niger passera en revue le plan d'activité 2018 de l'organisation et pas seulement. Et ce qui reste comme véritable challenge pour l'ABN, c'est d'obtenir l'approbation des États membres du rapport de l'audit sur la gestion organisationnelle et institutionnelle de l'organisation commandé depuis 2010 par les chefs d'État. Il y a eu un premier rapport en 2016, mais qui n'a pas acquis l'adhésion de tout le monde, notamment les partenaires techniques et financiers, et ça a été demandé un complément. C'est ce complément qu'on avait fait et elle sera présentée au sommet du chef d'État pour l'adoption. Et pour cela, les observations sont attendues sur le plan d'investissement global en ce qui concerne les grands projets d'infrastructures d'intérêt commun qu'ambitionne l'ABN. Des projets intégrateurs dont l'importance est à souligner. Le secrétariat exécutif, toute l'année, travaille à la gestion intégrée de l'ensemble des ressources en eau du bassin. Nous avons le côté agricole, ça va concerner la pêche, ça va concerner l'énergie, ça concerne également la protection environnementale du bassin. C'est tout un ensemble de programmes. Les 9 pays membres de l'ABN ont tous par leur présence montré un intérêt particulier pour l'organisation dont l'avantage n'est pas que diplomatique. La Guinée, qui d'ailleurs abrite la présente rencontre, en tire bien profit. Je vous donne à titre d'exemple un projet phare actuellement que nous venons de lancer au niveau des 9 États membres. C'est le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique, dont la Guinée a bénéficié d'un montant de 39,75 millions, au moins 80% en dons. Les travaux de la 38e session ordinaire de l'ABN ont débuté avec l'espoir que les résolutions qui en découleront, si elles sont approuvées par le Conseil des ministres, permettront à l'organisation de réaliser ses objectifs les plus ambitieux. La Guinée disposera bientôt d'une installation de systèmes de détresse et de sécurité maritime. La cérémonie de signature du contrat de financement s'est tenue dans les locaux du ministère des Transports entre le gouvernement guinéen et la société belge Saetre Securitas. Le coût de ce projet s'élève à plus de 3 millions d'euros. Idrissa Bari, Amara Lexila. Du côté de la Guinée, le maître d'ouvrage est la Direction nationale de la marine marchande. C'est à la suite d'une procédure de passation de marché public que l'exécution de ce projet de sécurité maritime a été octroyée à la société belge SAIT Securitas. Forte d'une expérience dans plus de 45 pays à travers le monde, la société belge a pour mission d'équiper la Guinée d'un système mondial de détresse et de sécurité maritime permettant au pays de respecter ses engagements pris dans le cadre de la Convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer. Il s'agira donc de mettre en place un système de haute technologie permettant la communication pour couvrir l'espace maritime et ainsi intervenir en cas de détresse et donc de sauver des vies. Ce projet, au-delà de l'aspect investissement technologique, qui est quand même assez lourd et conséquent, on parle de technologie de pointe, comprendra également un volet important de formation, puisqu'il faut évidemment des opérateurs déployés 24 heures sur 24 pour couvrir les besoins en termes de sécurité maritime. Ce projet, financé par le ministère belge des Finances, s'élève à plus de 3 millions d'euros. Il s'agit de la mise en place de 3 stations côtières de surveillance qui vont contribuer à améliorer les sauvetages et la survie des usagers en mer. Ce financement est la preuve de l'excellence de la coopération bilatérale qui existe entre Conakry et Bruxelles. Ces stations de détresse et de sécurité maritime vont sauver des vies humaines. Et non seulement il s'agira de réaliser les stations, il s'agira également de les équiper, il s'agira aussi de former le personnel guinéen. Et tout ceci se fera avec un accompagnement du Royaume de Belgique, avec Enabel,
qui est l'agent chargé de la coopération de la Belgique. Et donc nous allons faire en sorte que ce projet soit réalisé le plus rapidement possible pour qu'au terme du délai contractuel de 10 mois prévu dans le contrat que nous venons de signer, que ces 3 stations soient effectivement opérationnelles. Ceci donc effectivement confirme la bonne qualité des relations entre la Guinée et la Belgique en particulier, mais entre la Guinée et l'Union européenne en général. Le volume des investissements de la Belgique sont estimés à plus de 115 millions d'euros sur la période 2016-2023, ce qui dénote de la bonne qualité des liens qui existent entre ces deux États. Le groupe Adafo Média fait un focus sur Télémélé, l'une des 4 préfectures que compte la région administrative de Kindia, située au nord-ouest de la Guinée. Elle est composée en majorité de communautés Peul et Soussou, reparties sur 14 sous-préfectures, y compris la commune urbaine. Idrissa Barry, Djibril Kaba Kamara nous reviennent de Télémélé. Voici donc l'historique de cette ville. Le nom Télémélé est une association de 2 mots issus des dialectes Peul et Soussou, les 2 principales communautés qui la composent. D'où est venu le nom de la ville, le président du Conseil des sages, Elhadji Mamadou Falilouba, apporte des précisions. Pourquoi ces 2 mots ont formé le mot Télémélé? C'est parce qu'il y avait 2 ethnies principales qui vivaient ensemble à Télémélé à l'époque. C'est l'ethnie Peul et l'ethnie Soussou. Ils se rencontraient sous un arbre à tanin. Chez les Peuls, c'est le Téli. Chez les Soussou, c'est le Méli. Compte tenu de leur coexistence pacifique, de l'homogénéité qui existait entre eux, de l'entente qui existait entre eux, ces 2 éléments se sont entendus pour que le mot Télémélé soit fusionné. Géographiquement, la préfecture de Télémélé couvre une superficie de 9000 km². Les habitants qui la composent sont répartis dans 13 sous-préfectures et la commune urbaine. Et selon le doyen, ces populations vivent dans la paix, l'entente et la cohésion. Pour preuve, depuis la Première République, Télémélé n'a jamais connu ce que c'est qu'un élément de 5e colonne. C'est pour dire que Télémélé ne connaît que l'unité, que ne connaît que ce qui construit Télémélé, ne connaît que ce qui sauve Télémélé. Pendant la colonisation, cette ville était un poste administratif dans un premier temps, ensuite érigé en cercle. Mais avec l'indépendance, les autorités guinéennes ont décidé d'en faire une préfecture. En préfecture, immédiatement en région administrative, c'est immédiatement après l'indépendance. Dès l'indépendance, il y a eu élection de Télémélé en préfecture, en région, parce que c'était une région naturelle. Une région qui dépendait de l'inspection régionale de Kindia, qu'on appelait autrefois le gouvernorat de Kindia. Télémélé, c'est aussi une ville des grands érudits. Mais le seul hic, c'est le manque d'infrastructures socio-communautaires de base. Une triste réalité qui retarde encore le développement de cette ville. La société de téléphonie Tecno vient de lancer de nouveaux smartphones Camon 12, Camon 12 Pro et Camon 12R, tous équipés de caméras améliorées. Tecno Camon 12, l'un des téléphones équipés de caméras performantes, fait son retour avec une triple caméra arrière et 4 modes exceptionnels de prise de vue. La cérémonie de ce nouveau produit, donc de lancement de ce nouveau produit, a eu lieu le week-end à Conakry en présence des partenaires de la société ainsi que des distributeurs responsables. Ominato Sidibé, Ibrahima Sori, Sengsoum. Tecno Camon 12 est le smartphone de la série Camon équipé d'une caméra améliorée qui a été créée pour prendre n'importe quel angle de photographie. Toutes ces fonctionnalités offrent aux consommateurs l'occasion d'enregistrer de merveilleux moments à partir des différents angles afin de découvrir toute la beauté du monde plus nette, plus près et dans des couleurs plus vives. Le design est vraiment hors norme, hors pair, avec du Aurora. Donc c'est de la nouvelle génération, la caméra, le design de nouvelle génération. Et vous avez derrière ces 3 téléphones, vous avez 3 caméras arrière. Ces 3 caméras arrière ont tous des spécificités, ont tous des caractéristiques qui varient de 8 mégapixels à 5 mégapixels, de 11 mégapixels à 16 mégapixels. Et nous avons aussi des caméras frontales.
des caméras frontales du 32 mégapixels. Les caractéristiques du Camon 12 démontrent l'engagement de la société à permettre au grand public d'accéder à des technologies avancées à des prix attractifs. Que lancer un nouveau téléphone aujourd'hui, c'était un peu quelque chose de naturel pour nous. Vous savez, dans le domaine des technologies, ça évolue très vite. Et nous ne voulons pas rester en retard, puisque nous sommes une entreprise très innovante qui voulons mettre à la disposition du consommateur des produits actualisés et surtout toujours adaptés à la consommation. Vous voyez un peu. C'est pour ça que nous avons décidé de lancer une nouvelle génération de téléphones portables que nous avons nommé Camon 12, Camon 12. Le dur labeur dont a fait preuve Techno pour résoudre les problèmes des utilisateurs et offrir de la valeur aux consommateurs prouve que la société ne cesse de rechercher des bénéfices mutuels sur les marchés africains et émergents. Il n'est même pas disponible, il est disponible la semaine prochaine, mais déjà des commandes sont déjà faites. Les gens sont... C'est un téléphone qui est très attendu, comme des autres téléphones précédents, les Camon, comme des Camon X, Camon CX et ainsi de suite. Le Camon X est le premier smartphone avec un dotin display révolutionnaire destiné aux jeunes grâce à un prix imbattable et très accessible. Un peu le reportage donc de Ouminato Sidibé, Ibrahima Sori 5 Souman. Lui était sûrement une voix qui comptait dans le monde syndical guinéen. Et là, cette voix se confond désormais au silence éternel. Le syndicaliste Mamadou Mansaré n'est plus. Il s'est éteint ce dimanche 6 octobre. Il luttait depuis des années maintenant contre un cancer en phase terminale. L'homme était le responsable de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG. Depuis l'annonce de sa disparition, parents, camarades et proches ont tous rendu un vibrant hommage à un homme qui a fait de la lutte syndicale un engagement personnel. Mohamed Valectoré, Abakadine Camara. C'est dans la soirée du dimanche 6 octobre que la triste nouvelle annonçant le décès de Mamadou Mansaré est tombée. L'homme était jusque-là secrétaire national adjoint de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée. Sa disparition secoue la classe ouvrière guinéenne, profondément touchée. Hier, à 7h55, Mamadou Mansaré m'a appelé en me demandant de venir chez lui. À 8h26, j'étais avec Mamadou Mansaré dans son salon. Il m'a prodigué des conseils. Il me dit, je compte entièrement sur toi. Il faut continuer à te battre pour les travailleurs et de façon loyale. Né en 1960, cet ingénieur minier a travaillé au département des mines et prêté ses services à la compagnie des bauxites de Guinée. Il est syndicaliste depuis des années, mais c'est en 2006 qu'il s'est fait remarquer à l'occasion de la grève générale à l'intercentrale syndicale CNTG-USTG. Nous perdons un grand combattant pour le monde syndical, pour le monde ouvrier et pour les réformes dans ce pays. C'est dommage, tout a été fait. Le président Alpha Condé l'a pris en charge très tôt pour l'envoyer en Tunisie, là où on a fait le diagnostic du mal qu'il a pratiquement emporté. Mamadou Mansaré, pour les intimes, le numéro 3 de la CNTG, était à la Caisse nationale de la sécurité sociale quand il a subi une crise. Il a été le négociateur attitré de la CNTG de ces dernières années et signataire de nombreux accords. Parti à la maison, je l'ai trouvé couché. J'étais même désespéré. Maintenant, désespéré, on l'a habillé, on l'a fait monter dans la voiture, mais bon, c'était trop tard, il était déjà décédé. Âgé de 59 ans, le défunt est originaire de la sous-préfecture de Ourekaba, dans la région de Mamou. Il sera inhumé ce vendredi à son domicile à Kountia, après un symposium ce jeudi au Palais du Peuple. Paix donc à l'âme de l'illustre disparu. Mesdames et messieurs, c'est ainsi donc que prend fin cette édition d'information. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. À demain pour notre point sur l'actualité. Merci. Bonne soirée.